Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec pour m'accompagner ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et Bertrand Perrier est là. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Adeline. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte la reprise de la session parlementaire après l'interruption imposée par les municipales. D'ailleurs, y aura-t-il un avant et un après? Les partis se rassemblent en tout cas quasiment tous en bureau politique cette semaine pour élaborer leur stratégie pour 2027. Attention, les grandes manœuvres ont déjà commencé et on en parle ce soir avec vous, Corinne Laïc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Opinion. Merci d'être là aux côtés de Bruno Cotresse. Bonsoir. Bonsoir. Toujours chercheur au CEVIPOF. Toujours. Merci d'être là, Bruno. Et Stéphanie Despierres nous accompagne également, journaliste parlementaire à LCP. Bonsoir, chère Stéphanie. Bonsoir. Et merci d'être là. Bertrand Perrier, je vous sens un brin nostalgique ce soir. Oui, on va faire une chronique Nostalgie Jospin. Ouh là là. Fanny Guinochet, chiffre du jour? 45, comme 45 centimes de plus pour le litre de gazole, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon. Qui est le boulet de qui? La gauche était plurielle, elle est aujourd'hui éparpillée façon puzzle et on se demande bien quelle sera la ligne pour la présidentielle de 2027. Nous en débattrons tout à l'heure avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, Danielle Obono, députée insoumise de Paris et Anna Pic, députée socialiste de la Manche. Qui sait, peut-être qu'on fera la gauche unie sur le plateau de Chaque Voix compte ce soir. On peut toujours rêver. En tout cas, vous pouvez interroger nos invités ou nous faire part de vos réflexions. C'est simple, vous flashez le petit QR code qui est là. Et c'est Bertrand Perrier qui est ce soir le détenteur de la tablette magique. C'est lui qui nous transmet tous vos messages. Je compte sur vous, Bertrand. Et puis, on n'oublie pas Bourbon Express. C'est le grand retour du journal de l'Assemblée nationale ce soir avec Marco Pommier tout à l'heure. Et entre autres, l'audition devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public de Vincent Bolloré. Voilà pour le menu de ce soir. Vous savez tout. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte. C'est parti. Ah bah ça y est, les affaires reprennent. Après 3 semaines d'interruption parlementaire, ne dites pas vacances, hein. Les couloirs de l'Assemblée se sont donc de nouveau animés, les tambours ont de nouveau résonné à l'arrivée de la présidente et l'hémicycle a repris vie. Mais les élections municipales sont passées par là. De ce que vous avez vu tous les trois cet après-midi dans l'hémicycle, est-ce que vous vous dites ce soir qu'il y aura un avant et un après ces élections municipales dans ce quinquennat? Corinne Laïc. Il y aura un avant et un après, mais je ne pense pas le voir dans les couloirs de l'Assemblée nationale, parce que je pense que ça se passe vraiment ailleurs, dans les états-majors des partis. Il se passe des choses ce soir au bureau national du Parti socialiste. Il y a aussi une réunion chez les Républicains. Et c'est vrai que les élections municipales ont été une sorte de détonateur qui permet, parce que bon, les choses étaient un peu gelées jusqu'à ce que la campagne ait lieu et qu'on en connaisse les résultats. C'est un peu le détonateur et le signal de départ à la course à la présidentielle. Et tout le monde se met en position de combattre en essayant de tirer des leçons de cette élection municipale et de voir si on peut les appliquer à la future présidentielle. Et c'est extrêmement difficile parce que ces municipales sont une photographie, disons, du passé politique de la France, avec 2 grandes forces qui sont les partis de gouvernement, la gauche classique, la droite classique, et puis 2 petits nouveaux qui sont en train de se frayer un chemin et qui peuvent, c'est-à-dire le RN et LFI, et qui peuvent représenter des sortes de mâchoires qui vont se refermer sur les partis traditionnels. Et donc chacun est en train de se mettre en position d'essayer d'exister ou de vaincre. Bruno Cotresse, 48 heures après les résultats du second tour, vous faites aussi cette lecture. Là, c'est bien, on peut reposer un peu les choses moins à chaud que dimanche soir, par exemple. Vous faites la même lecture que Corinne ? Oui, d'une certaine manière, il peut y avoir un avant et un après, parce que les conséquences nationales d'élections qui sont pourtant dominées par les considérations locales sont quand même importantes. Elles sont importantes, par exemple, pour le Parti socialiste, qui s'est un peu mis à découvert d'un seul coup, qui a été obligé d'abattre une carte qu'il tenait un petit peu dans sa manche. La carte qui est, finalement, dans certaines situations, on est bien obligé de faire avec les insoumis. Sans doute que du côté des socialistes, on aurait aimé conserver cette carte dans la manche pour participer au grand jeu de la présidentielle en ayant un petit peu les mains un peu plus libres de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que depuis l'entre-deux tours, ça nous a dit quand même quelque chose d'important. Le résultat n'est pas forcément couronné de succès, mais c'est plus à la limite la logique d'ensemble de ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours avec des élus socialistes qui pourtant avaient juré que plus jamais la FI, qui finalement disent on ne peut pas faire sans. Donc de ce point de vue-là, il y a un avant, un après. Il y a un peu un avant, un après aussi
pour la FI elle-même, puisque la France insoumise a montré qu'elle pouvait exister dans certains territoires. C'est limité à certains territoires, mais dans ces territoires, elle a montré sa capacité à faire campagne et à gagner des villes. Ce n'est pas en nombre très important, mais c'est quand même des symboles politiques. Et puis un avant, un après aussi, bien évidemment, du côté Rassemblement national. Le Rassemblement national progresse dans des villes moyennes. Ce n'est pas que dans la France rurale, ce n'est pas que dans des territoires dits entre guillemets périphériques. Elle progresse aussi dans des villes. Ce n'est pas forcément les grandes métropoles, mais dans des villes. Elle qualifie ses candidats pour des triangulaires avec des fois 12, 13, 14, 15%, voire au-delà, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé il y a une dizaine d'années. Stéphanie Despierres, vous qui êtes une fine observatrice de la vie parlementaire, vous avez assisté aux questions au gouvernement cet après-midi, donc à cette vie qui reprend à l'Assemblée nationale. Est-ce que ces municipales, elles changent quelque chose à ce qui se passe ici à l'Assemblée ? Alors, elle change quelque chose, mais je ne dirais pas dans l'hémicycle. Ça, c'est pas beaucoup vu cet après-midi. Ouais. C'était une séance de QAG assez classique. Il y avait toujours autant de tensions. En revanche, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on ne parlait que des municipales et des prix du carburant quand même. La réunion, par exemple, des députés PS ce matin à l'Assemblée a été ultra houleuse. Olivier Faure, la stratégie d'Olivier Faure a été questionnée. Il y a des députés qui sont partis en claquant la porte. Donc, de toute façon, ça a un impact. Mais on va voir au fur et à mesure aussi des types de textes qui vont être discutés. Quelle direction prendra le PS ? Est-ce qu'on va repartir avec une alliance plus proche des Insoumis ou pas ? Que feront les écologistes, qui sont toujours un peu des enfants divorcés, ici à l'Assemblée ? Voilà. C'est bien, vous avez posé tous les trois les termes du débat de ce soir. En tout cas, chaque jour va compter, parce qu'entre la coupure estivale, là cet été, le prochain budget, là, cet automne, et la campagne présidentielle, dès maintenant, il n'y aura que quelques mois utiles en fait pour légiférer, embouteillage de textes en perspective, dans une ambiance toujours à couteau tiré. Johan Delettra. La composition de l'Assemblée nationale chamboulée par les élections municipales. 38 députés ont été élus maires. Ils doivent maintenant choisir entre leur commune et le Palais Bourbon. La loi de 2014 interdit en effet de cumuler les 2 mandats. Pour le moment, 25 députés ont annoncé leur départ de l'hémicycle, comme Fabien Di Filippo, nouveau maire de Sarrebourg en Moselle. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. La base de mon engagement, elle était à Sarrebourg il y a une vingtaine d'années. Ça a toujours été ma priorité. J'ai toujours dit que je n'accepterai jamais un mandat qui m'éloignerait du conseil municipal. Même décision pour Éric Ciotti. Ma priorité, je l'ai toujours dit, c'est Nice. Son suppléant à l'Assemblée nationale, Patrick Baquet, a 1 mois pour le remplacer. Si ce dernier refuse ou s'il est empêché, une élection législative partielle sera organisée. A l'inverse, 8 députés élus maires ont déjà prévu de rester au Palais Bourbon, laissant la mairie à l'un de leurs adjoints. 5 députés n'ont pas encore tranché. Après une courte accalmie en hommage à Lionel Jospin, la bataille des municipales se prolonge à l'Assemblée nationale. Point de départ des hostilités, la flambée des prix du carburant. Cette crise rappelle hélas qu'un gouvernement macroniste est un douloureux mélange d'imprévoyance, d'incompétence et surtout d'indifférence devant le sort des Français. Il y a décidément des choses qui ne changent pas. Quand vous prenez la parole, c'est un mélange d'imperfection, d'inexactitude, de mensonges et de division. Dans une ambiance toujours aussi électrique, l'exécutif rend les coups à ses adversaires. L'idée que l'État s'enrichirait sur le dos de la crise n'est pas une idée qui s'installe dans le pays, c'est une idée que les politiques et qu'une partie des politiques sont en train d'installer dans le pays. Bref, l'Assemblée nationale reste un champ de bataille et c'est Sébastien Lecornu qui le dit. Cette séance de questions au gouvernement fait bien la jonction entre l'actualité internationale et ce que nous devons gérer sur le territoire national. C'est la guerre, Monsieur le Président. Une guerre qui continuera demain avec une nouvelle séance de questions au gouvernement. Stéphanie Despierres, comment faire pour que les mois qui viennent soient utiles au Parlement ? Quels textes sont attendus et qu'est-ce qui risque de passer à l'as ? Alors, on a des textes sur la Nouvelle-Calédonie qui peuvent cristalliser les oppositions. On a aussi un texte à surveiller au mois d'avril, une proposition de loi de Charles Rodouet, donc du parti Renaissance, pour allonger, je vais y arriver, les délais de rétention administrative des OQTF dangereux. Ça, on va là bien revoir, à mon avis, le clivage droite-gauche. Le RN va à nouveau essayer de grignoter sur sa droite. Donc là, c'est un texte qui est une proposition de loi un peu technique, mais qui va être
très, très politique. On parlera aussi de la protection de l'enfance. Voilà, il y a tout un tas de sujets qui vont revenir à l'Assemblée nationale, mais vous l'avez dit, les délais sont très courts. Il y a encore des vacances parlementaires en avril, il y a la coupure cet été, il y a des sénatoriales. Je vous rappelle que normalement, l'Assemblée ne siège pas pendant que le Sénat est en campagne sénatoriale. Donc la pause va être très longue et le temps utile avant la présidentielle va être très court parce qu'à l'automne prochain, il y aura le gros morceau du budget. Les députés ont commencé à travailler dès la fin août sur le budget. Ça va absolument vampiriser tout l'automne, vu les difficultés du précédent. Voilà. Donc après, on aura comme une impression de déjà vu. Probablement. Après, quel sera le résultat Sébastien Lecornu a réussi à passer un budget. Est-ce qu'il arrivera à en passer deux? On verra, parce que plus on va approcher de la présidentielle, plus ça va être compliqué. Oui. Stéphanie, vous le disiez d'ailleurs, en fait, c'est pas dans l'hémicycle qu'on a vu les changements, c'est en dehors, avec notamment cette réunion autour d'Olivier Faure ce matin dans des bureaux, dans des salons de l'Assemblée nationale. Si vous voulez bien, on va commencer par tourner en effet le regard vers la gauche de l'hémicycle. Bureau national du Parti socialiste, là, en ce moment même. Il y a un mot qui traverse tous les partis, en fait, depuis dimanche, c'est clarification, Bruno Cotresse. C'est vrai qu'on voudrait tous être des petites souris en ce moment pour être à ce bureau national des socialistes. Quelles sont les questions que doit trancher cette réunion de ce soir? D'abord, je ne suis pas sûr qu'elle tranchera. Beaucoup de réunions qui doivent trancher se finissent très souvent sur tout le monde a un peu tort, tout le monde a un peu raison. Mais c'est vrai que pour le Parti socialiste, il y a en son sein des élus qui somment d'une certaine manière Olivier Faure d'afficher une doctrine plus cohérente vis-à-vis de la France insoumise. Il est apparu comme ayant les deux doctrines et les deux discours à la fois, se dotant lui-même au fond d'un double discours. Si ces unions entre la France insoumise et le Parti socialiste avaient été entièrement couronnées de succès, il aurait pu dire, voyez, j'ai su écouter j'ai eu raison. Le local. Voilà, j'avais cadré les choses, mais j'ai su faire preuve de mansuétude, de tolérance par rapport aux élus locaux. Et puis, comme ça a moins marché que prévu, là, il peut dire non, moi j'avais une position, j'ai dit pas d'alliance avec la FI. Après, on a un parti démocratique. Si les élus locaux. Oui, c'était pas d'alliance nationale. Pas d'alliance nationale. Olivier Faure avait un peu ouvert le parachute de survie quelques jours avant le premier tour des municipales en faisant le distinguo entre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Ce qui est quelque chose qu'il a réexpliqué depuis le deuxième tour. Donc, à mon avis, il va continuer dans cette ligne directrice. Mais c'est vrai que beaucoup d'élus locaux socialistes ont dit que pendant leur campagne, beaucoup d'électeurs leur avaient dit on ne sait plus où vous êtes, qu'est-ce qui se passe par rapport aux Insoumis. Voilà, donc c'est toute la difficulté sur quelque chose qui est aussi stratégique pour eux par rapport à une personnalité aussi clivante que Jean-Luc Mélenchon. C'est toute la difficulté d'essayer de tenir à la fois les deux discours. Ça apparaît aussi comme quelque chose qui manque peut-être de cap. Le bureau national du Parti socialiste, Corinne Laïc, ce soir, c'est haro sur Olivier Faure, parce qu'on a même été surpris par les propos de Boris Vallaud, qui est quand même le président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui s'en est pris à Olivier Faure en disant que beaucoup de Français n'avaient pas compris quelle était la ligne. Il a parlé de l'ambiguïté stratégique d'Olivier Faure. Est-ce que ce soir, sur la table de ce bureau national, il y a un sujet fort? Olivier Faure. Il y a un F-O-R-T et F-A-U-R-E. C'est pour ça que j'ai redit le prénom. Ce matin, lors de la réunion des députés, Olivier Faure a dit il va falloir que quelque chose du genre, il va falloir que vous vous mettiez dans la tête qu'on ne peut pas gagner sans l'ensemble de la gauche. Et de ce fait, il pose effectivement la question majeure qui est de savoir comment aller à la présidentielle, avec ou sans LFI. Il y aura certainement le candidat Mélenchon. Et la vraie question, c'est de savoir s'il y a un candidat social-démocrate qui arrive à faire de l'ombre à Mélenchon et à se frayer un chemin jusqu'au second tour. Vous avez la réponse à cette question? Je dirais que c'est hautement improbable. Et la réponse, on l'aura quelque part au mois de mai. Mais pour le moment, c'est très difficile. Alors c'est vrai, pour en revenir à ce soir, que c'est un peu la soirée, peut-être pas des longs couteaux, mais des petits couteaux, et que tous les opposants d'Olivier Faure, je crois que la bataille va être portée en particulier par Jean-Christophe Cambadélis. Je crois que François Hollande ne sera pas là, mais bon, il laisse les autres. Je crois qu'il organise une contre-soirée. Voilà, il laisse les autres faire pour lui. Et puis Vallaud, qui s'est rallié finalement à Olivier Faure, mais aussi n'est pas
tout à fait sur la même ligne qu'Olivier Faure. Et donc cette question de avec ou sans LFI, quelle position par rapport à LFI, qui est posée de manière très forte par quelqu'un comme Jérôme Guedj, par exemple, lui évidemment c'est sans et complètement sans, elle va être au cœur de la réunion. Je ne suis pas sûre qu'elle soit tranchée, mais en tout cas... Mais si ce n'est pas tranché, ça peut aller jusqu'où? C'est-à-dire il y a un moment, il y a un risque de scission? De toute façon, ils vivent déjà des vies séparées. Oui, mais le vrai sujet, c'est quelle stratégie. Oui, mais tout le monde fait semblant d'être dans le même parti. Le sujet, c'est... Ah oui, vous parlez du Parti socialiste, oui. La question, c'est quelle stratégie par rapport à LFI pour la présidentielle. Est-ce qu'il y a un risque de scission du Parti socialiste? Je crois que... Franchement, au moment de sauter là, ce serait des longs couteaux sans parachute, je pense qu'ils vont hésiter. Mais vous en dites quoi, Bruno Cotresse? Non, je ne pense pas qu'il y ait de risque de scission. Ça n'empêche pas qu'il y a de fortes tensions internes. Ça, c'est extrêmement clair. Il y a des lignes stratégiques différentes. Au fond, une partie du parti, quelqu'un comme François Hollande, fait l'hypothèse que ce qui compte, c'est qu'un candidat de la gauche, pour lui, ça ne peut être qu'un candidat socialiste, arrive à se qualifier au deuxième tour pour faire un vrai rassemblement d'électeurs, c'est-à-dire s'adressant à la culture politique des électeurs de la gauche, enjambant l'appareil de l'AFI et Jean-Luc Mélenchon. Du côté des Insoumis, on fait exactement la même grille de lecture. On fait la grille de lecture que Jean-Luc Mélenchon, pour eux, est le seul en mesure de se qualifier au deuxième tour et que les électeurs de la gauche, dans son ensemble, convergeront vers lui si c'est pour essayer d'empêcher un candidat du Rassemblement national d'accéder à l'Élysée. Même si pour certains, Jean-Luc Mélenchon est devenu un repoussoir. Oui, bien sûr. Et on l'a vu dans les alliances PS-LFI dans les grandes villes. Oui, il y a dans l'histoire de la gauche une longue histoire des divisions, des réconciliations, des redivisions, des re-réconciliations. Oui. Il y a dans l'histoire de la gauche de nombreux épisodes où la gauche était très divisée au niveau national et arrivait à faire combat ensemble au moment des élections municipales notamment. Il y a une grande culture de l'union de la gauche municipale aussi dans la culture politique de la gauche. Et il y a quand même toujours cette idée qu'au bout du compte, quand la question quasi existentielle est posée, les électeurs de gauche, quel que soit leur candidat, convergeraient. Bertrand. Oui, c'est vrai que le Parti socialiste a pris des positions tellement diverses au second tour. Il y a eu le PS qui y va seul et qui gagne, c'est Rennes. Il y a le PS qui va avec LFI et qui gagne, c'est Nantes, c'est Lyon. Il y a le PS qui va avec LFI et qui perd, c'est Limoges. Toulouse. C'est Toulouse. Globalement, et puis, il a plus perdu que gagné. Il a plus perdu que gagné. Et puis il y a le PS qui va avec Horizon, c'est Strasbourg. Et donc on a l'impression que le PS, en fonction de stratégie locale, y est allé seul, avec LFI, avec Horizon. C'est assez illisible. Et on s'est beaucoup haro sur Olivier Faure, mais il y a des choses qui ont été aussi extrêmement surprenantes. Johanna Rolland à Nantes, qui normalement est du courant anti-Faure, qui ne veut pas ce rassemblement avec les Insoumis, finalement elle finit à s'allier avec les Insoumis pour garder sa mairie. Donc il y a des choses qui sont... Nécessité fait loi. Nécessité fait loi, et je pense qu'Olivier Faure n'a pas pris le risque de dire accord national ou pas accord national pour pouvoir dire après que quel que soit ce qui se passe, victoire ou défaite, il puisse s'en sortir et dire regardez, là j'avais raison, là j'avais tort, et je n'avais pas tort. Et je pense aussi que s'il avait défini un accord national, de toute façon, en local, ça ne serait pas passé. Il y a plein d'endroits où il n'aurait de toute façon, cette ligne-là n'aurait pas été suivie, parce qu'il y a un certain nombre de mairies où les Insoumis, les socialistes, les écologistes travaillaient déjà ensemble, comme à Lyon, et finalement il y a eu deux listes à Lyon. Il y a eu une liste d'Union de la gauche et une liste d'Insoumises qui finalement ils se sont réunis dans l'entre-deux-tours. Mais certains me disaient en fait ce serait bizarre, ça fait 6 ans qu'on gouverne ensemble et là on casse tout. En tout cas, les Français, eux, sont lassés. Ça s'est vu dans le taux de participation, 57%, historiquement bas. Et ça s'entend aussi quand on leur tend un micro. C'est un reportage à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, signé Maïté Frémont, Antoine Palos et Eva Billon. Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Ici, ils sont 23 200 à s'être déplacés dimanche pour élire leur maire. La moitié pour glisser un bulletin pour la droite, l'autre moitié pour la gauche. Pas de fusion de liste ici, et pourtant, ce qui reste en tête, ce sont les stratégies d'alliance. Alors, en tant qu'écologiste, on nous met avec LFI, et ça, je ne l'ai pas encore digéré. C'est vraiment, ça vous dégoûte de la politique. Enfin, je ne suis pas la seule à le dire. On a vu quand même ce haro sur LFI, tout ça, parce que LFI a malheureusement un leader qui ferait bien de faire un peu plus attention à ce qu'il déclare, quoi. Enfin, je veux dire, si on est contre à la fois les extrêmes et qu'il y a des alliances qui se font soit à droite, soit à gauche, on est un peu pris au piège.
Et donc, du coup, ça peut faire partie de mon désengagement. Un goût amer pour beaucoup d'habitants qui trouvent cette campagne municipale un peu trop loin de leurs attentes. J'ai trouvé qu'elle avait des couleurs de campagne présidentielle. J'ai trouvé qu'on ne parlait pas assez des municipalités et que c'était plutôt global. Oui, c'était clairement un top départ pour les présidentielles. Certains sont déjà plus ou moins en campagne. Moi, je me sens absorbée, un peu noyée dans tout ce qui se dit, sans forcément comprendre ou sans avoir trop d'appui. J'ai du mal avec les têtes aussi des partis. Il faut arrêter d'épiloguer sur toujours les mêmes. C'est fatigant. Les municipales valeurs de test à un an des présidentielles, un peu trop marquées pour ses habitants. Bruno Cotresse, je voyais regarder attentivement. C'est vrai qu'avec le Cevipof, vous êtes en train de mener une étude sur l'après-municipal. Ce qu'on perçoit, c'est aussi la lassitude de cette tambouille. Oui, il y a vraiment un sentiment de lassitude que toutes les enquêtes qu'on réalise, et d'ailleurs depuis de nombreuses années, documentent. De la même manière, les premiers sentiments qui viennent aux Français quand on leur demande « Que pensez-vous de la politique ?», c'est le dégoût, la lassitude, le manque d'intérêt. Les gens sont perdus dans le jeu depuis 2024 en particulier, manque de points de repère, ont le sentiment que tout est devenu complètement confus, sont véritablement perdus. Et donc on n'était pas étonné de voir, normalement tout aurait dû faire que la participation soit là pour ces municipales. D'abord parce que le maire est l'élu qui est le mieux perçu, le plus investi de confiance. Ensuite parce qu'on vit une période extrêmement tendue, anxiogène, difficile avec la politique internationale. Donc on aurait pu penser qu'au moins les gens disent au niveau local, au moins on s'assure une petite niche dans laquelle on peut être acteur de l'endroit où on vit à travers son vote. Et puis les élections municipales ont été rattrapées par tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire ce sentiment d'être à la fois perdu, de dégoût, le sentiment que les politiques disent quelque chose et puis après ils peuvent dire tout à fait le contraire. Et ça, je pense que malgré, on peut faire crédit à Olivier Faure sans aucun doute d'une forme de sincérité quand il dit moi au niveau local on m'a demandé, les élus ont voulu sauvegarder leur mairie, surtout pas que ça tombe aux mains de la droite, donc il y a une forme de sincérité politique dans tout ça, mais en même temps ils ne se rendent pas compte que lu à travers le prisme de la vie de tous les jours des électeurs, ça apparaît comme quelque chose qui n'est juste pas possible. Dans les électeurs. De quoi, c'est un manque de colonne vertébrale ? Oui, les électeurs, dans leur vie professionnelle, ils ne peuvent pas dire à leur chef quelque chose et puis 3 ans après, lui dire non. Dire que c'est un boulet ? Voilà. Bon. Donc on voit, ils ne se rendent pas compte des effets que ça produit dans l'électorat. Effet délétère. Bertrand Perrier, l'une des images du jour à l'Assemblée nationale, au début de la séance de questions au gouvernement, c'est l'hommage qui a été rendu à Lionel Jospin en début de séance. Et ce soir, Bertrand, vous êtes envahi par une vague de nostalgie. Perrier tranche, c'est tout de suite. La nostalgie Jospin. Oui, Adeline, nostalgie, parce qu'à l'heure où on en parle, la gauche se divise, se déchire, s'invective de nouveau. Comment ne pas se dire, en pensant à Lionel Jospin ce soir, que la gauche, c'était mieux avant. Avant, c'était la gauche plurielle, une gauche intransigeante sur les valeurs de la République qui allait des écologistes aux communistes, en passant par le Parti radical et le mouvement des citoyens, d'Hubert Védrine à Jean-Pierre Chevènement, en passant par Martine Aubry, Elisabeth Guigou ou Claude Allègre. Une gauche avec un pivot central qui était le Parti socialiste uni, une gauche qui portait des projets structurants pour la société, dans un climat économique, c'est vrai, favorable, les 35 heures, le Pacs, la CMU, les emplois jeunes, et une gauche qui, bien sûr, à la fin, n'a pas su éviter le morcellement et donc la candidature de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, mais une gauche qui a traversé la cohabitation comme une gauche de gouvernement et qui a fait passer de vraies réformes pour la société. Vous êtes nostalgique aussi parce que Lionel Jospin, c'était une certaine conception du débat politique. Oui, et là encore, je crois incontestablement, c'était mieux avant. C'était mieux avant les réseaux sociaux. C'était mieux avant l'ère du clash à tout prix. C'était mieux avant que la démocratie ne se dissolve dans le spectacle et la surenchère. C'était mieux avec Lionel Jospin, quand un adversaire n'était pas un ennemi. C'était mieux quand on savait raison garder, même dans un débat d'entre-deux tours. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux,
qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. On se fait plaisir quand toute agressivité, on se fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, pour tous les meetings, on parle entre nous là. Ah oui, oui. Vous avez eu la même chose. Bien sûr. Tu vas le plier. Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi, je veux oui, pas de chose. absolument. Alors, mais l'ensemble des Français... Pas tous, pas tous les militants. Non, bien sûr. C'est ceux qui gueulent. J'espère que vous ne vous êtes pas senti bon. C'est savoureux les archives. Hein. Oui. Voilà, c'était ça, Jospin Chirac, une certaine idée de la politique, le respect mutuel, le refus de l'hystérisation du débat, la sobriété. Alors oui, c'était peut-être un peu austère, un peu sinistre, avec des blagues un peu nulles, mais personnellement, entre ça et les vociférations destinées à faire le buzz, j'ai fait mon choix. Et puis Lionel Jospin, c'était aussi une certaine conception de l'éthique en politique, vous nous dites. Oui, Adeline, et là aussi, c'était mieux avant. Lionel Jospin, c'était une culture protestante, janséniste, une exigence intellectuelle et morale, une hauteur de vue, une sérénité, une droiture, une rectitude, on pourrait presque dire une forme de raideur, mais une raideur qui est l'inverse des contorsions opportunistes et des trahisons par ambition. Lionel Jospin, c'était le refus du clinquant et du bling-bling, pas d'affaires, pas de procès, pas de bracelet, pas d'éclat, pas de fracas, mais le sens de l'État, y compris dans son départ digne, assumant sa défaite, sans retour, se consacrant avec sérieux à sa fonction de membre du Conseil constitutionnel. Bref, oui, ce soir, Adeline, j'assume ma nostalgie. Jospin, c'était vraiment bien. Merci Bertrand. Jospin, c'était vraiment bien. Alors cela dit, depuis tout à l'heure, on parle de la gauche, mais pardon, le casse-tête concerne aussi la droite. Les Républicains sont eux aussi réunis en ce moment même en bureau politique pour définir... Alors là, on sait ce qu'il y a sur la table, c'est pour définir un mode de désignation du candidat pour 2027. Là aussi, Corinne Laïc, c'est l'heure de la clarification dès maintenant ? Alors, je ne sais pas si la clarification va sortir du bureau d'aujourd'hui, mais le problème de LR, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord pour savoir s'il faut faire uniquement une primaire au sein de LR, auquel cas Bruno Retailleau, qui a été massivement élu, je crois, à 75% par les adhérents, risque fort d'être désigné comme le candidat LR. Ça, c'est l'option de la primaire fermée, voilà, c'est ça voilà, c'est l'option de la primaire LR, parce qu'ils sont en train de discuter d'une primaire LR dont on déterminerait le mode de fonctionnement. Est-ce que ce serait une primaire réservée uniquement aux adhérents ? Est-ce que ce serait une primaire ouverte à tout le monde ? C'est ça qui est décidé. Mais indépendamment de ça, qui serait une primaire LR, se pose la question de savoir s'il y aura une primaire du socle commun. C'est-à-dire le socle commun, je rappelle ce que c'est une invention de Michel Barnier et ça comporte le bloc central, c'est-à-dire les partis qui soutiennent à l'origine Emmanuel Macron, Horizon, l'UDI, le MoDem, et les LR. Est-ce qu'il faut faire une primaire donc, de Attal à Retailleau ? Je cite volontairement cet exemple parce que Attal et Retailleau ne s'entendent pas du tout, ils ne veulent pas être ensemble. Donc il y a aussi le problème de définition des contours. Et après, il y a le problème de savoir si on fait une primaire alors que beaucoup des supposés participants à cette primaire, je pense notamment à Gabriel Attal et à Édouard Philippe, ne veulent pas de primaire. Donc c'est vraiment une espèce de décision en cascade qui ne seront certainement pas prises aujourd'hui, mais c'est la question qui se pose parce qu'il y a la prise de conscience de l'ensemble du socle commun, que s'ils n'ont pas un candidat unique, ils n'ont aucune chance d'arriver au second tour, puisque tout le monde sait que tout va se jouer au premier tour, l'autre fauteuil du second tour étant occupé par quelqu'un du Rassemblement national. Voilà, donc c'est ça qui se joue, c'est d'arriver à dégager une personne qui soit le candidat de gens qui ont quand même des options politiques assez différentes et assez tranchées et qui ont des égos qui vont avec. Donc ça suppose de renoncer à beaucoup de choses. Est-ce que l'esprit de responsabilité l'emportera ? Évidemment, tout le monde dit en faire preuve à condition d'en être le bénéficiaire. Oui. Bruno Cotresse, est-ce que la droite finalement n'a pas exactement les mêmes problèmes que la gauche, c'est-à-dire un problème de ligne et d'incarnation ? Oui, il ne se pose pas exactement dans les mêmes termes, mais oui, elle a effectivement ce problème. Elle a un autre problème aussi, sans doute qui est à gauche aussi, au fond, pour la cible qui est visée, c'est-à-dire un électorat, on va dire, centre-droit. Déjà, à l'intérieur de cette cible, ce n'est pas équivalent
Gabriel Attal ou Édouard Philippe. On voit très très bien dans les données d'enquête dont on dispose, même si loin de la présidentielle et les enquêtes d'intention de vote présidentielle, on voit que pour les sympathisants des Républicains, on va dire les électeurs de centre-droit classique, c'est pas équivalent de lui mettre Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Gabriel Attal est perçu davantage comme macroniste, moins comme quelqu'un qui vient de leur rang. Édouard Philippe est sorti du rang, mais pour eux, c'est pas la même chose quand même. Donc déjà, il y a ce premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est aussi par rapport aux Républicains. Quand on écoute les membres du socle commun, certains restreignent le socle commun à Horizon, Renaissance, Modem. Sans aller jusqu'à LR. Gabriel Attal, il est plutôt sur cette position en disant qu'il faut que les LR fassent preuve au fond, qui sont de centrisme. Voilà, qui sont membres et donc qui clarifient leur position par rapport au Rassemblement national, ce qui est d'une certaine manière, de les tenir hors du jeu de la primaire. Est-ce que le moment de bascule, c'est pas le moment où Bruno Retailleau choisit de ne pas choisir entre Éric Ciotti et Christian Estrosi à Nice ? C'est vrai que ça a beaucoup marqué, cette prise de position. Elle a surpris parce qu'il est, le leader du parti. Et donc, comme le leader du parti, normalement, il doit défendre la ligne du parti. La ligne du parti, c'était de défendre Christian Estrosi, numéro 2 de Horizon, soutenu par les Républicains. Donc, effectivement, on voit que là, il y a quelque chose qui traduit le doute stratégique de Bruno Retailleau, le doute stratégique des Républicains qui ne veulent pas si tôt, c'est-à-dire plus d'un an avant, on est à peu près un an avant la présidentielle, se lier les mains. Et c'est une des parties du problème, c'est que ce sont des acteurs très stratégiques, une décision très stratégique à prendre, et ne veulent pas se lier les mains trop tôt. Il faut qu'ils aient, à l'automne, au début de l'année 2027, qu'ils aient encore les coudées un peu franches pour peut-être abattre définitivement la carte. On va peut-être se décider avant, parce que dès cet été, le Rassemblement national partira en campagne avec le nom de son candidat. Après la décision judiciaire de Marine Le Pen. Là, on a l'impression qu'on parle du qui, on parle du comment. C'est-à-dire, tout le monde est en train de s'écharper sur quel genre de primaire, quel mode de désignation, et chacun prône l'unité. C'est-à-dire, Gabriel Attal a dit encore ce matin, unité. Chez Horizon, on est d'accord pour l'unité, mais derrière Édouard Philippe. Et on se dit, mais le temps va passer vite, en fait. Oui. Et pour le coup, il y a le risque de scission, à mon avis, il existe du côté des LR sur cette ligne de partage entre eux, jusqu'où je vais du côté du RN ou pas. Et vous avez des personnalités comme Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, je pense, qui ne suivraient pas un Retailleau qui pratiquerait une espèce de porosité du mur avec le RN. Et là, il y a un risque d'explosion des LR. Stéphanie ? En fait, c'est sur la même question. C'est que tout le monde dit il faut appeler à l'union. Et c'est vrai qu'on l'a vu au municipal, la droite a gagné surtout quand elle est alliée au reste du socle commun. Mais personne ne veut s'effacer devant les autres. Donc là, vous avez Édouard Philippe qui annonce un énorme meeting à la mi-avril. Il y a Gabriel Attal qui sort un livre et qui ce matin... C'est pas sûr. C'est une information de l'opinion. Il pourrait avoir lieu en mai ou en juin. Peut-être petit décalage. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que vous êtes là, Corinne. C'est mon confrère Mathieu Depriec qui a sorti l'information. Gabriel Attal, lui, essaye de parler. Ce matin, il dit moi, je veux une union. Il veut se montrer comme artisan de l'union en espérant que peut-être après, il pourra être celui qui incarne le rassemblement. Mais pour l'instant, on ne voit pas très bien, en effet, comment ça atterrit. Est-ce qu'on attend que les sondages décantent et que Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les sondages vont compter ? Évidemment. Évidemment, la question est de savoir, et chacun cherche le bon moment pour déclarer sa candidature parce qu'ils savent que ça peut créer une dynamique ou pas. Enfin, voilà, parce que si on se fie au sondage actuel, c'est Édouard Philippe. C'est ça. Et quand on demande aux autres comment on départage tout ce monde-là, personne n'est capable de nous répondre. En fait, on leur dit il reste les sondages. Oui, mais non quand même. Alors une primaire. Non, mais une primaire c'est compliqué. On ne sait pas. On ne va pas être d'accord sur le périmètre. Enfin, tout ça est encore très très flou. Alors il y a des gens qui réfléchissent à des moyens de départage. Il y a Maëlle de Calan et Patrick Stefanini qui ont fait il y a quelques jours dans le Figaro une tribune pour imaginer une espèce de processus assez complexe avec des personnalités qui se mettraient d'accord sur quelques valeurs, après sur un mode de départage et puis une réunion finale. Mais le fait même de participer déjà à ce processus montre qu'on s'entend et qu'on est d'accord pour en accepter les résultats. Ce qui suppose qu'on soit déjà d'accord avant de s'être mis d'accord. Donc c'est assez compliqué. Bruno Cotresse, est-ce qu'à minima, ces municipales, elles n'ont pas aussi permis,
à la droite un examen de conscience, une prise de conscience de l'urgence de se rassembler, parce que le Rassemblement national, il ne va pas attendre que la droite se choisisse un candidat. Non, très clairement non. D'ailleurs, aux élections municipales, on a quand même continué à voir cette progression progressive, on va dire, du Rassemblement national. Donc pour effectivement le camp de la droite, il est aussi urgent. Il y a les questions de personnes, de leadership, mais il y a les questions de programme. Et on a vu d'ailleurs dans l'entre-deux tours des municipales que les électeurs, au fond, le bricolage à la va-vite entre deux tours ou d'un seul coup, on redécouvre qu'on est mis ensemble, c'est pas très convaincant. Donc il y a cette question qui est quand même qu'au moment de l'élection présidentielle, le pays entier attend un certain nombre de réponses extrêmement fortes sur des préoccupations de tout le monde. Les déficits publics, on n'en parle pas trop en ce moment, ça quand même préoccupe beaucoup l'opinion. Tout le monde se demande est-ce qu'il va y avoir des augmentations d'impôts, etc. Donc les déficits publics. La question très importante aux yeux des Françaises et des Français, du pouvoir d'achat, la question de la sécurité. Donc, ce sont des questions sur lesquelles il y a des sensibilités différentes à l'intérieur du fameux socle commun. Gabriel Attal n'a pas les mêmes réponses sur ces questions qu'Édouard Philippe. Et donc, ce qu'ils ne peuvent pas, c'est à la dernière minute dire finalement, on a bien réfléchi, l'un d'entre nous a de meilleurs sondages que l'autre, donc il y va. Donc ça a moins de chances de convaincre, et c'est une des difficultés du problème, parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, pour commencer à réfléchir ensemble, soit à un mécanisme de désignation, soit à une plateforme commune. Comité de liaison, je crois, dit Gabriel Attal. Hein. Il faut quand même partager des options de politique publique. Oui, c'est-à-dire que pendant ce temps, on ne parle pas de programme. Très impliquantes. C'est l'élection présidentielle avec des questions fortes de l'électorat. Bertrand, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est intéressant. Il y a même eu au sein du bloc central, au sein de ces municipales, une petite course à distance. Hein. Finalement, on voit que le bloc central s'en sort pas si mal, mais au sein du bloc central, Horizon s'en sort encore mieux, puisque il y a Angers, il y a Reims avec Arnaud Robinet, de l'autre côté il y a Annecy, il y a Bordeaux, mais c'est vrai qu'on voit bien que même dans le bloc central, on s'observe, et que l'élection évidemment assez facile d'Édouard Philippe au Havre remet effectivement dans la machine, avec l'idée dans une primaire que la base d'une primaire, c'est qu'on renonce à se présenter si on ne la gagne pas. Et je pense que ce prérequis d'une primaire est quand même très loin. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. On va poursuivre la discussion dans un instant avec la question qui fâche. On va reparler de la gauche. Tiens, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, qui est le boulet de qui ? On va en parler avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, c'est le chiffre du jour avec Fanny Guinochet. Bruno Cotresse a un peu fait une transition toute facile tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ce qui préoccupe les Français, c'est le déficit public, mais aussi c'est le déficit à la pompe. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix dans les stations-service n'ont cessé d'augmenter. Vous avez le chiffre précis, Fanny ? Le chiffre précis, c'est 45 centimes de plus par litre pour le gazole. Et c'est 23 centimes pour le litre d'essence. Autant vous dire que ce sont des chiffres qui fâchent là aussi. Alors il faut dire que ces prix à la pompe, ils sont indexés sur les prix du baril de pétrole qui restent très élevés, $100 environ. Alors qu'il faut se rappeler, avant la guerre, avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran, eh bien on était plutôt à $60. Alors pourtant, depuis, il y a eu l'annonce des pays occidentaux de libérer des réserves et des stocks stratégiques de pétrole sur le marché pour faire baisser les cours. Et puis le gouvernement français, par exemple, a demandé aussi, toujours dans cette idée, d'augmenter, que les raffineries augmentent leur production. Le problème, c'est que tous les raffineurs n'ont pas répondu présent. Il n'y a que la raffinerie de Gravenchon qui a dit OK, qu'il était en capacité de le faire. Donc pour le moment, on voit que les leviers ne sont pas suffisants pour faire baisser les prix. Il y a aussi des mesures ciblées. Oui, des mesures ciblées pour les professionnels. Alors évidemment, on pense aux pêcheurs, on pense aux taxis, aux agriculteurs. Alors les mesures ciblées, ce sont par exemple des décalages de prélèvements de cotisations et de charges, des prêts à court terme qui sont garantis par l'État, par le biais de la BPI, la Banque publique d'investissement. Mais face au choc pétrolier, la France joue quand même les petits bras. Bercy, le gouvernement font des réunions tous les jours avec les entreprises, avec les fédérations. Et puis pour les consommateurs lambda, les particuliers, on voit que ça ne suit pas, notamment par rapport à ce que font nos voisins
voisins européens qui baissent les taxes sur le carburant, qui plafonnent les prix ou qui encore distribuent des chèques carburant. Bon, ben en France, c'est pas du tout possible. Maude Bréjon était ce matin, elle est porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie. Elle était ce matin sur France Info. On va l'écouter, elle nous explique pourquoi. Nous n'avons plus les moyens du quoi qu'il en coûte et la situation n'a rien à voir avec ce qu'elle était en 2022-2023. Et quelles peuvent être les conséquences sur l'économie ? Alors, Roland Lescure, le ministre de l'économie, en parlait d'ailleurs tout à l'heure à l'Assemblée. Et il le disait, le premier risque, c'est l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. D'ailleurs, il y a une note de l'INSEE qui est tombée là il y a quelques heures et qui dit, attention, effectivement, il va y avoir une inflation qui va être plus prononcée cette année, assez rapidement d'ailleurs, parce que forcément, cette hausse des prix énergétiques, eh bien, elle va se répercuter sur les autres prix. Et puis, ça va augmenter notre charge de la dette aussi, parce que les taux d'intérêt, on voit, ils remontent. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et puis, cette hausse des prix, elle se répercute aussi sur les sorties, ce que doit payer l'État, parce que, on le rappelle, les pensions, les allocations, les pensions de retraite, le SMIC sont indexés sur l'inflation, alors que de l'autre côté, eh bien, les recettes, elles vont plutôt se contracter, puisqu'il faut s'attendre là aussi à une croissance qui ramollit, une activité qui ralentit. Donc forcément, ça vous fait moins de rentrées de cotisations dans les caisses. Mais sauf que beaucoup vous diraient, Fanny, que l'État engrange en ce moment des taxes sur les carburants. Alors beaucoup, vous avez Marine Le Pen surtout qui a dit tout à l'heure que l'État était un profiteur de crise. Alors c'est vrai que sur l'essence, sur les carburants, il y a la TVA et que là la TVA effectivement grandit avec la hausse des cours. Mais vous avez aussi la TICPE qui est une autre taxe mais qui elle est à prix fixe en fait quel que soit le cours du baril. Et puis surtout, vous voyez tout ce que l'État doit payer et on n'est qu'au début de la partie parce que nouveauté, tout à l'heure Roland Lescure a dit cette crise, elle n'est pas passagère. Il a parlé pour la première fois d'un choc pétrolier. Et il a parlé pour la première fois d'un choc pétrolier. Donc on voit que dans ces conditions, le gouvernement aura bien du mal à tenir son objectif de déficit. On rappelle que c'était 5% du PIB et c'était un déficit. Il s'était engagé avant la guerre en Iran. Merci Fanny. On passe à la question qui fâche. Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Anna Pic. Bonsoir, députée socialiste de la Manche. Merci d'être là aux côtés de Sandrine Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Députée écologiste de Paris. Et bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. Députée La France Insoumise de Paris. Merci à toutes les trois d'être là. La gauche est unie au moins sur le plateau de Chaque Voix Compte ce soir. Pour le reste, je laisse Katia Gilder vous poser la question qui fâche. Juin 1997. À la surprise générale, une coalition de gauche remporte les élections législatives après la dissolution provoquée par Jacques Chirac. Une majorité plurielle surgit dans le paysage politique, rassemblant socialistes, écologistes, communistes et radicaux. 27 ans plus tard, les forces politiques de gauche sont à nouveau réunies. Elles réussissent à faire alliance pour les législatives de 2022. Paris réussit, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale devient la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale, privant Emmanuel Macron de la majorité absolue. L'unité affichée va vite se fissurer. En juin 2024, exit la NUPES, place au nouveau Front populaire. Mais dès le départ, la nouvelle coalition de gauche est fragilisée. Après les attentats du 7 octobre en Israël, le refus des cadres insoumis de qualifier le Hamas d'organisation terroriste marque une fracture claire entre le Parti socialiste et la France insoumise. Ce sont eux qui abîment la NUPES et c'est eux qui doivent clarifier leur position. Les désaccords se multiplient au sein de l'Alliance, comme sur le budget 2026, voté avec l'appui des socialistes aux grandes dames de LFI. Aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût, rompez les rangs. Le résultat des élections municipales ravive les tensions. Dans la plupart des grandes villes où des alliances LFI-PS ont été passées, Toulouse, Limoges ou Bordeaux, la gauche a perdu. L'heure est au règlement de compte. Tout le problème aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est devenu un véritable boulet pour la gauche. Parce qu'il est celui qui a donné le sentiment que la gauche pouvait se compromettre avec l'antisémitisme. Les deux gauches, celle des sociodémocrates et celle de Jean-Luc Mélenchon, paraissent irréconciliables.
Depuis des semaines, la gauche fait la guerre à la gauche, qui fait en retour la guerre à l'autre moitié de la gauche. À la fin, la gauche irréconciliable, on peut dire qu'elle a gagné, hier que c'est une victoire, et Jean-Luc Mélenchon et de François Hollande qui avaient prédit qu'on ne pourrait plus travailler ensemble. Mais quand la gauche irréconciliable gagne, en fait, c'est la gauche qui perd. Alors la question qui fâche, la voici. 20 ans après la majorité plurielle de Lionel Jospin, l'union de la gauche est-elle morte et enterrée ? Anna Pic, d'abord merci d'être là au moment où votre parti tient un bureau national. Est-ce que c'est haro sur Olivier Faure, d'ailleurs, ce bureau national ce soir ? Pour l'instant, je viens de le quitter, ce bureau national, pour pouvoir vous rejoindre. Nous sommes dans l'analyse des résultats et l'analyse montre qu'en réalité, nous avons des très bons résultats sur ces municipales. D'abord parce que nous avons une stratégie d'alliance large de premier tour et que, effectivement, cette stratégie d'une gauche unie au premier tour, de la gauche et de l'écologie, a fonctionné. Et lorsqu'elle a fonctionné et qu'elle arrivait en tête, quels que soient les choix qui ont été faits pour le deuxième tour, la dynamique a profité tout particulièrement au chef de file socialiste. Mais Boris Vallaud a commencé ce bureau national, semble-t-il, en affirmant qu'en 8 ans d'opposition, vous n'êtes toujours pas l'alternative. On va redire plus jamais la France insoumise, mais qui nous croira ? Mais en réalité, la question de Boris Vallaud doit-elle être nécessairement sa relation avec la France insoumise ? Si nous avons vocation à être un grand parti de rassemblement, ce que nous avons été, et je crois que si aujourd'hui nous avons rendu hommage à Lionel Jospin, qui a été finalement le fédérateur de cette gauche plurielle, qui n'était pas plus une évidence à travers notre histoire. De Blum à aujourd'hui, l'évidence de l'union de la gauche n'a jamais existé. Ça a toujours été effectivement en luttant contre ceux qui voulaient avoir des stratégies de la gauche irréconciliable, et on l'a eu maintes et maintes fois, ça a été un débat répété, et puis aussi contre ceux qui effectivement profitent dans une perspective de présidentielle de la polarisation au sein des gauches. Mais aujourd'hui, reconnaissons que de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande et à ceux qui finalement rentrent dans ce débat de manière plus clivante que nécessaire, eh bien, effectivement, nous nous fragilisons. Et moi, je le dis, lorsqu'on dit que, effectivement, lorsque Olivier Faure dit qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est un boulet pour la gauche, c'est parce que cette stratégie de la polarisation à gauche, du clivage à gauche, de la fracturation de la gauche, elle ressort de celles et ceux qui veulent un destin présidentiel au-delà de toute procédure qui viserait finalement à rassembler. Et il y a une erreur dont on ne parle peut-être jamais, mais c'est très probablement l'inversion du calendrier qui fait qu'aujourd'hui les législatives ne sont pas avant les présidentielles, mais après les présidentielles, et que, en l'occurrence, effectivement, nous avons présidentialisé un régime qui était d'abord un régime parlementaire avec un président qui est devenu élu au suffrage universel. Cette inversion et le quinquennat a poussé cette logique jusqu'au bout, et aujourd'hui, évidemment, le discours de fracturer et de poser toujours plus finalement une guerre des gauches permet de faire émerger un candidat de premier tour, mais qui ne fait pas émerger un candidat de deuxième tour qui soit efficace face à un risque qui était jusque-là celui de la droite, mais désormais d'une droite qui court après l'extrême droite, et de fait, et on l'a vu sur ces municipales, et on est tous ceux qui ont fait campagne dans des villes moyennes, on a vu que sur le terrain, la jonction des droites et de l'extrême droite était faite, que lorsqu'il n'y avait pas de liste d'extrême droite, celles-ci affichaient leur soutien à la droite. Et quand je dis la droite, c'est toute la droite, y compris la droite qui se veut centriste. Je l'ai vu, j'ai vu effectivement l'extrême droite revendiquer chez moi la victoire. Mais vous avez entendu aussi des électeurs de gauche vous dire que peut-être que la gauche, c'était pas jusqu'aux insoumis ? Évidemment que je l'ai entendu. Vous avez entendu le besoin de clarification des électeurs ? Ils ne disent pas de clarification. Ils disent ce que nous voyons, c'est la France insoumise. Dans l'Assemblée, de manière générale, les députés qui soi-disant bordélisent, puisque désormais on est filmés, nous, constamment, et que, évidemment, nos débats et d'autres forces de conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est interprété comme des batailles rangées. Moi, je crois sincèrement que nous avons des débats qui sont stratégiques, mais nous avons aussi un débat de fond aujourd'hui. Et le débat de fond, reconnaissons-le, Jean-Luc Mélenchon est un homme particulièrement cultivé, qui sait fort bien ce qu'il fait. Et lorsque, sous la pression, il reconnaît une erreur, c'est un peu
je dirais. Donc vous n'êtes pas sur la ligne d'Olivier Faure qui dit que Jean-Luc Mélenchon est devenu le boulet de la gauche. Daniel Obono, vous l'avez pris comment? Et puis je vous laisse tartiner des dates sur la non, mais France moi, Insoumise, je vais vous laisser parler, mais vous entendez que je la laisse parler et qu'elle a usé son temps de parole. Ça fait France Insoumise, allez-y. J'attendrai. C'est votre tour, donc. Je vous demandais comment vous avez réagi quand vous avez entendu Olivier Faure, après les alliances scellées pendant l'entre-deux tours entre le PS et LFI, finir par dire que de toute façon, Mélenchon, c'est le boulet de la gauche. On a compris, tout est la faute de Mélenchon. La crise internationale, c'est la faute de Mélenchon. La crise nationale, c'est la faute de Mélenchon. Je crois que tout cela n'est pas sérieux. S'il y a bien une chose qui ressort de ces élections, c'est que taper sur la France Insoumise et Mélenchon n'aide pas la gauche. Et excusez-moi, mais dans cette situation depuis au moins 2022, ceux qui ont été la cible de toutes les attaques, et malheureusement aujourd'hui, le Parti socialiste et une partie des écologistes s'y joignent, c'est la France insoumise. Alors qu'en 2022, vous l'avez dit, qui, après l'élection présidentielle que vous fustigez, peut-être parce que le résultat du Parti socialiste n'était pas si bon que ça, qui a fait l'union, si ce n'est pas grâce au résultat de Jean-Luc Mélenchon, qui a permis que nous ayons la plus grande coalition de gauche depuis un certain nombre de temps à l'Assemblée nationale. En 2024, quand il y a eu la dissolution, qui a fait le pas pour que nous fassions la NUPES qui a gagné l'élection, si ce n'est pas la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et permettez-moi tout de même de rappeler que Jean-Luc Mélenchon est le porte-parole et le candidat à la présidentielle qui est passé de 19 à quasiment 22%, un score que la gauche radicale de rupture n'a jamais atteint dans ce pays. Mais la France Insoumise, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon. Et quand vous passez votre temps... Mais c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, je vais finir. Non, je vais finir. Donc je dis Jean-Luc Mélenchon a cette place-là qui est importante et qui est aujourd'hui, je crois, y compris peut-être plus au niveau international où il est entendu comme le porte-parole de la gauche radicale. Et moi, j'en suis fière parce que je défends la même chose. Mais merci de vous rappeler aussi que quand vous crachez et vous insultez à tour de bras Jean-Luc Mélenchon, ce sont les électeurs et les électrices insoumises. Ce sont les militants et les militantes qui ont fait le résultat de toute la gauche. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que les insoumis, c'est pas que Jean-Luc Mélenchon et dire que quand on insulte Jean-Luc Mélenchon, on insulte les électeurs. Porte-parole d'un mouvement. Et par ailleurs, excusez-moi, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc je tenais à le rappeler parce que après, on ne peut pas s'étonner entre l'entre-deux tours quand on ne mobilise pas les électeurs de gauche, après avoir passé son temps à dire pique-pendre du porte-parole et par extension, oui, les électeurs et les électrices, oui, les militants et les militantes qui vont tracter, qui ont fait élire en 2022 et 2024 des députés écologistes et socialistes, et oui, vos collègues aussi de la France Insoumise, qui ne sont pas juste des petits lieutenants ou des petits soldats, qui ont une tête, qui ont des idées et qui... On continue à être dans ce mouvement, à défendre ce programme, c'est parce qu'on y croit. Et nous ne sommes pas antisémites, et nous ne sommes pas islamo-gauchistes. Nous sommes des militants antiracistes, anticapitalistes, altermondialistes. Et s'il y avait plus de respect, moi je demande plus de respect et qu'on parle du fond. Je n'ai rien entendu sur le fond. Quel est le désaccord? Il y a des stratégies différentes. Ce n'est pas une question de gauche irréconciliable. Quand le Parti socialiste décide, sous la pression de François Hollande, de s'orienter vers une union du centre, soi-disant centre, parce que c'est ça son projet, faire la grande alliance qu'il aurait voulu faire avec Bayrou, c'est la remise en cause du contrat de législature que nous avons eu avec le NFP. Et c'est ce qui explique ensuite qu'on ne vote pas la censure. Sandrine Rousseau. Explique ensuite qu'on vote la censure, qu'on vote pour le budget de la sécurité sociale. C'est ça le fond du désaccord. Il y a aussi ce soir un bureau politique des écologistes au moment où on parle. Là, c'est Haro... Pardon ? Il y a des bureaux politiques. Oui, il y a des bureaux politiques, c'est le thème de la semaine. Haro sur Marine Tondelier ? Je vous pose la question parce que Yannick Jadot, qui était le dernier candidat à la présidentielle, de la gauche, estime que la ligne stratégique portée depuis 2 ans par Marine Tondelier a éloigné les Verts de leurs électeurs. Et il appelle ce soir dans Le Point les Verts à s'affranchir de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il dit ça, Yannick Jadot ? Yannick Jadot. Là, moi, je suis atterrée de ce qui est en train de se passer et du spectacle qui est donné durant ces municipales et après. Parce qu'en fait, si on regarde un tout petit peu les choses de manière objective, à l'Assemblée nationale, on a voté 90% des votes ensemble. Alors évidemment, il y a des votes qui sont très différents, et ce sont des votes qui sont importants, comme la censure, le PLFSS par exemple, où en effet, là, il y a une stratégie différente. Mais sinon, sur le reste,
Il y a 90% des votes qui sont communs. Si on regarde les élections municipales, les électorats de gauche se sont additionnés, quelle que soit la tête de liste. C'est-à-dire que la tête de liste soit PS, que la tête de liste soit écologiste ou que la tête de liste soit LFI, l'électorat de gauche est venu et a voté. De sorte qu'en fait, on a un électorat qui est bien plus unioniste. C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Ben non, c'est Toulouse. vrai. Toulouse, François Picmal n'a pas récupéré tous les votes de la liste d'Union de la gauche. Il fait 3500 voix de moins même. François Picmal fait le meilleur score de toute la gauche réunie depuis au moins 2 élections. La dernière fois, parce que franchement, il y a eu aussi des erreurs. La dernière fois, des erreurs qui ont été données sur la majorité. Je parle de nombre de voix. La dernière fois, c'était un candidat écologiste à Toulouse qui a rassemblé au second tour moins de voix que François Picmal. Donc en fait, je veux dire, il y a un moment où il faut juste être factuel. C'est-à-dire que le paysage politique actuel, c'est qu'on a un peuple de gauche, appelons-le comme ça, j'aime pas ce terme, mais appelons-le comme ça, qui est très unioniste et qui veut que nous gagnions. Parce qu'en fait, ce peuple de gauche, il a peur. Il a peur de ce qui se présente en 2027 et il ne comprend pas les débats que nous pouvons avoir en interne, qui sont quand même des débats, je le dis et je le dis à vous deux, d'hégémonie à gauche, c'est-à-dire de qui prendra le lead à gauche. Et en fait, la question qui se pose maintenant pour 2027, maintenant que les municipales sont passées, c'est comment nous dépassons des logiques partidaires qui nous enferment dans des discours qui sont des discours excluants des autres, et comment on dépasse ça. Et en fait, c'est ça la question qui va être posée finalement à ce peuple de gauche qui veut cette alliance, c'est comment on arrive à mobiliser au-delà de ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est que moi, je veux l'union de la gauche et j'ai toujours été là-dessus, je l'ai toujours défendu. On ne peut pas m'accuser d'avoir ne serait-ce que ça, c'est vrai, puisque je me souviens dans ce discours. Je me souviens que le soir du premier tour, vous me disiez que sans LFI, la gauche ne gagnerait pas Paris, que c'était impossible mathématiquement. Et en effet, la gauche a gagné Paris au centre. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut, en fait ? Est-ce que c'est ça ce qu'on veut ? Et en fait, c'est une vraie question. Moi, est-ce que oui, ils nous ont gagné grâce notamment à un report des voix de Bournazel. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? En fait, c'est une vraie question. Et moi, je vais vous dire, quand je vois Marseille, à un moment, en fait, le vrai arbitre, c'est l'électeur. Oui, mais on aurait très bien pu aller chercher les électeurs LFI et on gagnait de la même manière. Mais en fait, c'est une décision qui a des conséquences en réalité. C'est un désaccord stratégique. Et c'est un désaccord de stratégie. Et sur Marseille, moi je vous dis, je suis extrêmement choquée de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu le dépôt de la liste le lundi matin, sans aucun appel à Delogu, alors que Sébastien Delogu est quelqu'un qui est allé chercher un électorat qui n'était pas l'électorat du Parti Socialiste, souvent un électorat des classes populaires. Et en fait, on leur a dit, eh bien, ciao, bye bye, maintenant vous êtes obligés de voter pour Payan et vous n'aurez pas de représentants. C'est d'une violence politique, c'est d'une violence de classe en réalité. Mais la violence, elle avait aussi eu lieu dans la campagne entre Benoît Payan et Sébastien Delogu, et Benoît Payan s'en était expliqué. Et qu'à un moment, il y a des alliances qui deviennent impossibles. Ça, je refuse cet argument, et je vous le dis très clairement, parce que oui, les campagnes sont violentes. Oui, il y a eu des posts Instagram qui n'étaient pas admissibles. Il a été agressé. Il a été agressé. Les militants insoumis ont été agressés, parce que ce n'est pas une question de violence de manière générale. On a des critiques, on peut avoir des débats très durs. Mais excusez-moi, dans cette campagne, ce sont des locaux de la France Insoumise qui ont été attaqués. Ce sont des militants de la France Insoumise qui ont été menacés de mort, etc. Arrêtez de parler d'une violence comme si avoir des débats, avoir des désaccords, c'est une chose. Mais quand on est la cible directe de violence physique, excusez-moi, ce n'est pas balle au centre en fait. Ce n'est pas balle au centre. Et ce qui est terrible, c'est que personne, à part toi peut-être, certainement à part toi, n'a eu un seul mot de soutien à l'ensemble des candidats et candidates. Encore une fois, quand vous passez votre temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon en pensant que vous dégagez Jean-Luc Mélenchon, c'est tous les autres militants, candidats que vous mettez dans la difficulté de... Allez-y, Sandrine Rousseau. Par exemple, un des postes qui a vraiment fâché Emmanuel Grégoire, c'était le poste sur les violences dans le périscolaire. Et en fait, à un moment, on peut juger ce poste inopportun. Mais en fait, ce poste ne peut pas être comment on peut dire, l'instrument au nom duquel on fait une alliance ou pas une alliance au second tour et qu'on laisse de côté une partie de l'électorat de gauche. En fait, je le dis, c'est un poste. C'est pas une politique de la ville pendant 7 ans. Et moi, c'est ça qui me pose question. Mais à un moment, la question, c'est la ligne aussi. Je ne sais pas si vous avez forcément lu la dernière note de blog de Jean-Luc Mélenchon, qui étrit Marine Tondelier, entre autres. Son échec permanent de 20 ans à Hénin-Beaumont face au Rassemblement national l'a signalé à l'attention du Guinness Book des losers. Oui, c'est respectueux.
Ah mais parce que se faire traiter d'antisémite, c'est respectueux. Vous venez à peine de le faire avec des mots très... Non mais excusez-moi. Non, moi je voudrais pouvoir t'exprimer puisque c'est évidemment... Allez-y, Anna Pic. Mais attention, pas pendant 18 minutes. Non, pas pendant 18 minutes. Et par ailleurs, je le dis, quand on dit que l'utilisation de propos qui portent effectivement une marque historique dans le langage, ça n'est pas de dire, moi je n'ai à aucun moment, je suis désolée, mais Anna je Pic, suis est-ce capable... que vous avez lu ma proposition de résolution pour lutter contre l'antisémitisme dans le cadre de la... D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez au moins concéder au-delà des petites phrases, quand Jean-Luc Mélenchon est membre de ce mouvement et d'un groupe qui défend la politique antiraciste. Non, mais on fait de la politique, Anna. On fait de la politique, on veut mettre en place des politiques. Donc si vous, je sais que la stratégie, c'est de chercher la petite phrase. Ça, c'est la politique. Absolument pas. Et d'ailleurs, je pense, Daniel, que sincèrement, on peut regarder mes réseaux et je pense qu'il n'y a jamais une attaque envers la France insoumise. S'il vous plaît. Ça, en fait. On parle de choses sérieuses, on parle de la lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais alors, est-ce que du coup, est-ce que dans votre projet de résolution, Daniel Obono, il y a la fin des jeux de mots sur les noms à consonance juive? Vous balayez d'un revers de main tout le travail qu'on fait sur le terrain. Quand on fait des propositions, m'avez-vous jamais invité une seule fois pour parler de cette proposition de résolution de lutte contre l'antisémitisme dans le cadre de la lutte contre tous les racismes? Non. Par contre, vous allez sortir la petite phrase, il a dit Epstein, il a dit Epstein. Moi, je dis Epstein et je demande qu'il y ait une commission d'enquête. Est-ce que vous êtes pour la proposition de commission d'enquête sur le scandale Epstein? C'est ça la question de fond. C'est pas des arguties pour essayer de trouver la petite bête et faire dire à Jean-Luc Mélenchon ce qu'il ne dit pas pour le disqualifier politiquement. Ça, c'est l'affaiblissement de la politique. En fait, c'est ça le sujet. C'est pas facile là-dessus. Non, mais moi, j'aimerais qu'on parle du fond. Si on parle d'antisémitisme, parlons du fond. Non, mais on peut parler de la forme aussi. On peut parler de la forme aussi, Daniel Obono. Mélenchon qui n'est pas là. Et moi, je suis à la France Insoumise et je suis là et je trouve très insultant qu'à chaque fois on parle de la France Insoumise aussi qu'on nous ramène sur un plateau, alors que moi je suis là, on me parle de Jean-Luc Mélenchon. Parlez-moi de moi. Parlez-moi de ce que je défends. Ça me fatigue aussi qu'on me parle de François Hollande qui, je rappelle, est ultra minoritaire dans le Parti Socialiste. Mais c'est pas moi qui en parle. Voilà. Donc depuis le début, on ne parle que de Jean-Luc Mélenchon. Sandrine Rousseau, oui ou non? Est-ce que la dernière fois que la gauche a été heureuse, c'était avec Lionel Jospin? C'est ce que disait Olivier Faure cet après-midi en entrant à l'Assemblée nationale. Non, la dernière fois que la gauche a été heureuse, c'était le NFP quand on est arrivé premier. Et pardon, mais en fait, on oublie. Et d'ailleurs, ce NFP a été obtenu grâce, certes, à une alliance de partis, mais surtout à une société civile qui a pris des risques. Moi, je pense aux syndicats qui ont signé pour le NFP. Je pense aux associations qui ont pris des risques, notamment des associations comme le Pladic familial, qui ont pris des risques et qui ont vu leurs subventions diminuer après. C'est aussi des citoyens qui ont fait la queue devant les commissariats pour avoir une procuration. Et en fait, ce peuple de gauche qui s'est levé à ce moment-là, qui a pris des risques, y compris sur leur propre avenir, eh bien, ils l'ont fait au nom des valeurs que nous portons. Et donc, j'en appelle juste à ça. C'est-à-dire, interrogeons-nous sur les valeurs que nous portons et parlons-nous quand il y a des événements comme ceux de la campagne. Merci à toutes les trois. Tout de suite, c'est Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale, qui est de retour avec Marco Pommier. Bonsoir Adeline. Et bonsoir Marco, mais ça nous avait manqué Bourbon Express, c'était aussi le retour des QAG, les questions au gouvernement cet après-midi avec un gros sujet, la flambée des prix du carburant. Oui, Marine Le Pen a ouvert les hostilités dès ce matin en accusant l'État de se comporter comme un profiteur de crise, je cite, et cet après-midi dans l'hémicycle, rebelote pas moins de 9 questions sur les 17 posées au gouvernement. En ligne de mire, les taxes sur le carburant, pour le RN comme pour la gauche notamment, c'est inacceptable. Êtes-vous prêt à envisager à titre exceptionnel une baisse des taxes sur les carburants? Baisser les taxes. La solution d'urgence existe. Bloquer les prix et les marges pour empêcher le retour des super profits sur l'énergie et les produits alimentaires. Rendez au moins la partie de TVA qui varie en fonction des cours et que vous encaissez pendant cette crise. Réponse du gouvernement, il faut se serrer les coudes. Le Premier ministre... Et la ceinture. Et la ceinture. Surtout la ceinture. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui aussi pris la parole et il l'assure, l'État ne profite pas de la crise. 2, ça serait vraiment la première fois que sur un choc énergétique, les nouvelles seraient bonnes pour les finances publiques. Donc laisser à penser, à mentir que l'État pourrait s'enrichir sur le dos des Français en ce moment, ça relève de la plus grande des aberrations.
Voilà pour la réaction de Sébastien Lecornu. Donc l'Assemblée reprend ses travaux, les commissions d'enquête aussi, et la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a repris ses auditions avec Vincent Bolloré cet après-midi. Oui, l'actionnaire majoritaire de Canal+ était entendu sur sa participation au capital de la société de production Banijé qui collabore avec France Télévisions. Vincent Bolloré a notamment été interrogé sur Delphine Ernotte, la présidente de France Télé. Elle l'accuse de vouloir la peau du service public. Pour essayer de déporter l'attention de « il faudrait mieux gérer, il ne faudrait pas dépenser de l'argent », on reporte sur « il y a un ennemi commun » et on essaye de trouver un ennemi commun. Et moi, malheureusement, ça on peut en parler, je suis l'ennemi commun type. Je suis le bouc émissaire parfait, je suis le paratonnerre idéal, parce que je représente toutes les cases que la caste n'aime pas. Bon, c'est une victime, visiblement. Et à la question de savoir s'il faut, oui ou non, privatiser le service public, Vincent Bolloré répond que l'État n'a tout simplement plus les moyens de le financer. Quand la France était très riche, pas de problème de mettre 4 milliards ou 5 ou 10 ou 15, peu importe, dans le service public. Dans les moments où on serre la ceinture, il faut savoir ce qu'on veut faire de l'argent. Moi, pour résumer, je suis favorable au service public, je trouve ça très bien. Je ne suis pas favorable à ce qui coûte 4 milliards. Et on voit bien qu'il y a des tas d'endroits où on peut faire des économies. Trop cher, le service public, c'est aussi ce que pense Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission d'enquête. On remarquera quand même qu'il était un peu moins incisif aujourd'hui qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, il n'y a eu aucune tension avec Jérémy Patrié-Letus, le président de cette commission d'enquête. Des fois, la pause parlementaire, ça fait du bien aussi. Peut-être. La suite, Marco, la commission d'enquête, elle touche à sa fin, là, depuis le temps qu'elle a commencé avec toutes les auditions. Ouais. Il y a encore des auditions au programme? Oui, plusieurs auditions sont encore prévues. Les dates ne sont pas encore fixées, mais la commission doit entendre 2 hommes d'affaires et pas n'importe lesquels. Ils ont des intérêts importants dans les médias. Mathieu Pigasse et Xavier Niel, qui avaient d'ailleurs fait faux bond à la commission fin février. Il leur avait posé un lapin. Autre audition attendue, celle de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui était déjà venue devant cette commission, ou encore Nagui. Et là, ça s'annonce tendu. On se souvient des tensions entre l'animateur et le rapporteur Charles Aloncle sur les réseaux. La commission doit rendre ses conclusions d'ici la fin du mois d'avril. Audition, bien sûr, à suivre en direct et en intégralité sur LCP. Merci à toutes les 3 d'être venues ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. On va offrir un verre d'eau à Sandrine Rousseau. Merci Fanny et merci Bertrand. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Elle est aussi en replay sur lcp.fr. Chaque Voix Compte revient demain à 19h30. Dans un instant, LCP rend hommage à Lionel Jospin et rediffuse un numéro exceptionnel de Rambobina dont il avait été l'invité le 21 mai 2023 avec un vrai morceau d'histoire, le débat télévisé en 1980 entre Lionel Jospin et Georges Marchais. Liliane fait les valises, on rentre à Paris. J'étais pas née. Allez, passez une excellente soirée sur la 8, à demain.